Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. 34 000 personnes en moins d'ici 6 ans. C'est l'objectif de réduction d'effectifs fixé par le gouvernement au ministère de la Défense qui devra se contenter de 242 000 militaires et civils d'ici 2019. Alors l'équation n'est pas simple, faire mieux avec moins. Il faut donc à la fois déflater, comme on dit, c'est-à-dire réduire les effectifs, mais aussi réorganiser pour éviter toute vacance de poste et surtout pour avoir les compétences qui font les armées modernes. Et c'est là qu'intervient le directeur des ressources humaines du ministère de la Défense. Il est chargé de mettre en place le nouveau plan stratégique adopté en décembre dernier. Alors avec ces économies, à quoi va ressembler l'armée dans 6 ans? Va-t-elle continuer à recruter? Et puis quel rôle joue le DRH dans ces grands chantiers? Eh bien toutes ces questions, nous les abordons maintenant avec Jacques Fétis, contrôleur général des armées et DRH du ministère de la Défense. Jacques Fétis, bonjour. Bonjour Sylvia. Soyez le bienvenu. Alors vous êtes plutôt discret dans les médias, donc je vous remercie d'avoir accepté de venir sur ce plateau. On commence avec les diminutions d'effectifs qui sont votre grand chantier du moment. La deuxième loi de programmation militaire a été votée le 10 décembre dernier. Elle a fixé les efforts qui vont être demandés à l'armée pour les 6 prochaines années. Je le disais, 34 000 civils et militaires de moins. Alors combien en moins pour les forces opérationnelles sur le terrain, si on commence par ce sujet? Alors, sur cette deuxième loi de programmation militaire, consacrée principalement aux réformes, nous avons posé clairement un principe qui a été voulu par le gouvernement, qui est celui de préserver autant que possible les forces opérationnelles. Il est évident que le pouvoir politique veut conserver des forces pour pouvoir mener sa politique étrangère qui parfois s'appuie sur les forces armées. Alors la répartition, elle va se faire à peu près comment? Ce n'est pas vraiment des pourcentages. Grosso modo, nous aurons à peu près 10 000 réduction d'emplois sur les forces opérationnelles, et puis le reste sur les 34 000, voilà, et le reste, les 24 000, devront porter principalement sur les soutiens. La précédente réforme avait déjà fait un effort important sur les soutiens, il faut aller encore plus loin. Encore au-delà. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui vous disent que moins de soldats sur le terrain, ça risque d'affaiblir l'armée? On sait qu'on est sur 7 champs d'intervention en 2014, rien ne nous dit qu'on en aura moins en 2019. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? Ce que je réponds aux détracteurs de cette loi, c'est que il y a eu des analyses stratégiques qui montrent qu'avec les équipements actuels, nous pouvons nous permettre d'avoir demain un tout petit peu moins de militaires sur les forces. Si je comprends bien, effectivement, le danger change, enfin les menaces changent. On aura plutôt des interventions, de plus en plus d'interventions ponctuelles. On aura besoin de corps d'armée plus réduits. Et c'est ce qui justifie le fait qu'on n'aura pas besoin d'autant de soldats sur le terrain, c'est ça? C'est des nouvelles forces d'intervention. Je ne suis pas un spécialiste de la stratégie et des modalités de montage des opérations militaires, mais je pense que la France, qui est un grand pays, doit d'abord se garder la possibilité d'intervenir en premier. Vous savez, dans le club des nations militaires d'importance, ce qui est important, c'est qui est capable d'intervenir en premier sur un théâtre. Et là, ce ne seront pas les grands volumes qui sont importants, c'est la maîtrise technique, la maîtrise tactique, la capacité d'aller très vite. Et ensuite, une fois que vous êtes déployé sur un théâtre, la durée, ce n'est pas forcément les gros volumes non plus. Regardez au Mali, ce sont aujourd'hui moins de 2000 militaires qui sont en opération et qui tiennent un pays qui est beaucoup plus grand que la France. Ne négligeons jamais, à côté des ressources humaines, qui est plutôt mon sujet évidemment, ne négligeons jamais le fait technologique. Les armements ont considérablement évolué et les volumes ne sont pas nécessairement importants. Vous savez, la puissance de feu d'un Rafale, c'est 3 Mirage 2000 qui sont encore en service aussi. Donc on voit vite que d'un équipement à un autre, il y a des sauts technologiques phénoménaux qui permettent d'avoir moins de matériel et moins d'hommes. Alors on va voir à l'écran la répartition actuelle du personnel militaire par armée. Donc 54% armée de terre, 21% pour l'armée de l'air et 17% pour la marine. En 2019, est-ce que ces proportions seront touchées? Nous sommes en train de travailler à cette répartition-là. Elle est évidemment délicate à opérer. Il faut travailler très finement et la photographie de ce que seront les forces armées en 2019 est en train de se construire aujourd'hui. Lorsque nous aurons la vision dans quelques semaines sur les 3 prochains budgets, nous aurons quasi la vision jusqu'à 2019. Dans quelques semaines. Mais grosso modo, nous serons sur des proportions qui resteront celles-ci, à quelques pourcentages très faibles
d'évolution, nous serons à peu près sur ce chemin. Toujours sur les chiffres, aujourd'hui le ministère compte 23% de civils et 77% de militaires. La loi de programmation vous impose plutôt de rééquilibrer. On va rééquilibrer à 50-50 ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une dizaine d'années, nous avions une répartition qui était de 75% de militaires, à tout seigneur, tout honneur. Nous avons un ministère de la Défense, d'abord pour avoir des forces opérationnelles, donc évidemment des militaires. Et puis nous avions 25% de personnel civil à côté. Je pense que c'était... Nous avons petit à petit évolué vers une proportion de personnel militaire un tout petit peu plus importante. Et on voit bien, il y a d'ailleurs des comparaisons internationales intéressantes. Les pays du Sud s'appuient beaucoup plus sur les militaires que sur les civils. Les pays anglo-saxons, l'Allemagne, s'appuient beaucoup plus sur le personnel civil que sur les personnels militaires. Comme souvent, la France est entre les deux. Nous n'avons pas véritablement choisi de modèle. Nous voulons malgré tout nous appuyer un tout petit peu plus sur les personnels civils, revenir vers des proportions de 25% de civils. Jacques Fétis, qu'on comprenne bien, qui va décider que tel poste est plutôt civil ou plutôt militaire? C'est les armées elles-mêmes, auquel cas il y aura quand même un petit biais, ou vous? Nous le faisons ensemble. Tous nous le faisons ensemble, évidemment. Moi, les ministres me demandent de veiller à cette politique de rééquilibrage, et je travaille avec ce que l'on appelle les employeurs, c'est-à-dire les états-majors. Et nous regardons ensemble, nous avons bâti une méthodologie. Il y a un peu un bras de fer, j'imagine, entre vous. Pas un bras de fer, nous avons des discussions. Mais vous savez, il y a un intérêt pour tout le monde à faire cette politique de rééquilibrage. D'abord, vous avez besoin de faire une déflation de militaires, donc finalement ça peut aider aussi les employeurs militaires à laisser certaines activités à du personnel civil. Et puis nous avons aussi une politique qui vise à transformer les militaires en personnel civil. Donc pour certains militaires qui sont contractuels, qui savent qu'ils n'ont pas, certains d'entre eux n'ont pas la possibilité de dérouler une carrière de militaire complète, ça peut les intéresser, eh bien c'est une possibilité qui leur est offerte de devenir personnel civil. Ils restent dans un milieu qu'ils connaissent bien. Nous sommes contents de les avoir et de garder leurs compétences, et nous pouvons les garder plus longtemps sous un autre statut. Il y a 16,75% d'officiers dans l'armée aujourd'hui. Oui, vous visez 1000, je suis bien informée, vous visez 1000 suppressions de postes d'ici 2019. Est-ce que ce n'est pas l'objectif le plus difficile pour vous, ce dépyramidage, comme on dit? Oui, c'est 1000 suppressions postes par an jusqu'en 2019. Par an, oui, jusqu'en 2019, pardon. Oui, nous devons Vous allez commencer comment? Par le haut, par le bas le but, vous l'avez dit, c'est cette expression technocratique un peu rébarbative de dépyramidage. Nous devons avoir une tête de pyramide plus pointue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire justement de ces nous incitons nos cadres, qu'il s'agisse du haut de la pyramide des officiers, ou pareil pour les sous-officiers, mais vous me posez la question surtout pour les officiers, nous allons inciter nos cadres, nos généraux. Nous avons déjà commencé à faire cet exercice sur les généraux. Nous devons continuer avec les colonels, les lieutenants-colonels. Nous les incitons à poursuivre leur activité professionnelle à l'extérieur du ministère. Alors nous avons besoin quand même d'en garder un certain nombre. C'est eux qui sont les chefs de l'institution. Mais effectivement, en 2019, nous avons comme objectif d'avoir un taux d'officiers de 16%. Donc un tout petit peu réduit. Un tout petit peu plus bas, mais c'est quand même 1000 déflations nettes d'officiers par an. Et vous avez raison de le dire, c'est compliqué. Alors, vous réduisez les effectifs, ça on l'a vu, mais vous recrutez aussi, vous continuez de recruter. Alors, combien par an, pour quelles raisons d'abord? Alors, le recrutement, c'est toujours une nécessité. Vous savez, nous restons, même en fin de loi de programmation militaire, 240 000 personnes au ministère. Vous imaginez bien que l'on a en permanence besoin de renouvellement. Alors, il y a plusieurs raisons. Donc, c'est pour remplacer des départs, d'abord? C'est pour deux choses. D'abord, il faut remplacer les départs, je l'ai dit tout à l'heure, principalement sur les personnels militaires, il faut être jeune. C'est un métier que l'on exerce plus facilement quand on est jeune, surtout quand on est en bas de Donc la structure. Donc il vous faut du sang frais. Il nous faut en permanence des jeunes gens dynamiques qui courent vite. Nos jeunes militaires, ils restent en moyenne, les militaires du rang, autour de 5-6 ans de service. Les sous-officiers, donc les cadres intermédiaires, restent eux en moyenne autour de 20 ans. Et les officiers restent beaucoup plus longtemps. Ils font pour l'essentiel, pas tous, nous avons aussi des contractuels, mais pour la plupart d'entre eux, ils sont de carrière, ils font des carrières longues. Et ils partent entre 25 et 30 ans. Donc vous voyez bien que vous avez des besoins en recrutement. Nous avons des besoins en recrutement importants. Nous avons ce que l'on appelle, un peu de technique, une gestion de flux. Alors que pour le personnel civil, c'est un peu comme dans les entreprises, dans la fonction publique, c'est ce qu'on appelle une gestion de stock. On recrute peu et les gens restent longtemps. Les militaires, on recrute beaucoup, ils ne restent pas longtemps. On les recrute, on les emploie et ensuite on les reconvertit. Donc aujourd'hui, c'est à peu près, et ça va rester à peu près sur ces niveaux-là dans les années à venir, c'est à peu près 15 000 recrutements de personnel militaire par an. Par an, 15 000 pour à peu près 20 000 départs. Alors pour quel métier, j'allais vous demander pour quel métier d'avenir, qu'est-ce qui peut attirer des jeunes dans l'armée?
Pour faire quel métier ? Les métiers militaires changent beaucoup. Il y a une élévation de la technicité qui est très importante. Nous avons aussi des métiers nouveaux qui se développent autour du renseignement, autour de la cyberdéfense. Et là, nous allons recruter des cadres de très très haut niveau. Nous recrutons des ingénieurs très qualifiés et qui travaillent sur des métiers sur lesquels on ne dit pas grand-chose, mais dont on comprend, renseignement, cyberdéfense, qui sont au cœur des nouvelles menaces et des nouvelles parades que nous avons bâties dans ce livre blanc sur la défense. Alors moi je vous crois sur parole, c'est sans doute très attractif. Tous les DRH qui passent ici me disent qu'ils veulent recruter des ingénieurs, enfin pas tous mais presque. Vous êtes dans un contexte de restructuration, on peut le dire comme ça. Comment vous allez faire pour les attirer, ces jeunes ? Parce que vous avez certes des atouts, mais vous n'avez pas vraiment de marque employeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment vous allez faire ? Moi, ce que je voudrais mettre en évidence sur la marque employeur du ministère de la Défense, c'est que, d'abord, nous sommes l'un des tout premiers recruteurs du ministère, et quel que soit le niveau que les jeunes Français ou Françaises, évidemment, parce que nous sommes l'armée la plus féminisée d'Europe, quel que soit le niveau des jeunes gens qui veulent nous rejoindre, ils trouvent une place. Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est l'immense panel que nous proposons de spécialités. C'est également, je l'ai un peu évoqué, la formation que nous donnons à nos jeunes gens tout au long de la carrière, quand ils sont jeunes, et ensuite tout au long de la carrière, ils deviennent moins jeunes. Nous sommes des formateurs redoutables. Et puis ensuite, nous travaillons sur la reconversion de nos militaires. Ouais. C'est-à-dire que vous prévoyez lorsque les gens ont passé quelques années chez nous, après avoir été bien employés, avoir connu une vie plutôt aventureuse, nous leur apprenons, si c'est nécessaire, un métier qui leur servira à repartir en confiance dans la société civile. Donc le DRH dit « je travaille votre employabilité ». Absolument, voilà, le mot peut paraître barbare, mais nous travaillons l'employabilité de nos militaires et de nos civils. Mais les civils restent plus longtemps. Mais vous arrivez à recruter des diplômés Bac plus 4, Bac plus 5, parce que c'est ça que vous recherchez. Écoutez, pour nos officiers, nous avons à peu près 8 candidatures pour un poste. Donc le problème n'est pas là. Le problème, je vous l'ai dit, c'est plutôt pour les opérateurs, les militaires du rang, où nous recrutons un petit peu plus de 1 candidat pour un poste. Mais les spécialistes, nous n'avons pas de difficulté. Encore une fois, même pour les cadres diplômés, nous sommes un remarquable premier employeur. Même le cadre, le jeune homme ou la jeune femme qui ne veut pas faire carrière chez nous, beaucoup viennent chez nous sur des métiers très spécialisés. Je vais prendre l'exemple de la communication. Énormément de jeunes femmes viennent nous rejoindre pour faire quelques années comme officiers de communication. Elles pratiquent bien le métier. Et ensuite, elles partent et elles vont exercer ce métier-là à l'extérieur. Un tremplin pour ailleurs. C'est vrai que c'est un message assez intéressant. Le premier employeur... Nous sommes le meilleur premier employeur. Meilleur premier employeur, voilà, peut-être une future campagne, qui sait. Alors, le rôle du DRH au ministère de la Défense, c'est aussi de faire en sorte que les gens soient payés en temps et en heure. Et oui. Alors voilà, vous me voyez venir. Forcément, je vais vous parler de Louvois. Bien sûr. Vous allez remplacer Louvois, ça tout le monde le sait, on l'a écrit dans la presse, mais ce sera fait quand ? Et surtout, est-ce que ce sera internalisé ou est-ce que vous allez recommencer l'erreur d'avant, celle que vous avez faite avec la société ? J'espère que nous apprenons de nos erreurs. Normalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, pour Louvois, nous avons nous-mêmes conduit le programme et nous nous sommes, si vous me permettez cette facilité de langage, un peu plantés tout seuls. Pour le remplacement de Louvois, nous avons lancé un appel d'offres. Nous avons trois groupements d'industriels qui travaillent avec nous dans le cadre d'un dialogue compétitif qui va durer 1 année. Vous voyez, nous affinons petit à petit notre besoin avec ces industriels, dont on ne sait pas qui c'est. C'est extrêmement rigoureux sur le plan juridique, très protégé. Ensuite, celui qui sera le vainqueur de la compétition aura 1 année pour développer son produit. Et là où nous allons également en faire d'une manière très différente de ce qui avait été fait pour Louvois, nous allons consacrer de longs mois à tester le produit qui aura été développé. Et alors, ce sera prêt quand ? Et ce sera prêt fin 2016, début 2017. Ce sera prêt de toute façon lorsque tout sera impeccable. Nous ne voulons plus prendre de risques avec la paye de nos militaires. Ce n'est pas possible. Ce sera très long. Ce sera long. Mais vous savez, le déploiement d'un système d'information majeur, c'est toujours de l'ordre de 3-4 ans. Il ne faut pas croire que c'est plus rapide que ça. Et pendant ce temps-là, nous continuons à travailler sur Louvois. Il faut absolument que mois après mois, le système d'information s'améliore. Donc nous avons de fait 2 grands chantiers à mener en parallèle. Qui portera la cravate sur ce chantier ? C'est vous ? La cravate, oui, parce que c'est un principe qui me paraît sain. Il faut qu'il y ait un responsable identifié par problématique. Eh bien, écoutez, le responsable du remplacement de Louvois, c'est moi.
votre DRH, votre direction, elle est aussi en pleine transformation. Alors, on n'a pas le temps de développer énormément, mais est-ce que vous diriez que vous êtes, finalement, vous vous rapprochez du fonctionnement d'une DRH d'entreprise? Est-ce que vous voyez des similitudes? Mais oui, c'est ce que je souhaiterais. C'est-à-dire que nous avons un peu, dans une culture administrative, une vision des ressources humaines qui est assez statutaire. C'est un peu le filtre premier que l'on a dans les ministères. C'est ce qu'on vous reproche. Et c'est le cas échéant ce que l'on peut nous reprocher. Et moi, ce que je veux développer, c'est une fonction RH, ma DRH, mais toute la fonction RH du ministère. Et les DRH d'armée travaillent avec moi dans cette logique-là. C'est développer une fonction RH qui soit dans une posture de service aux employeurs, c'est-à-dire au chef d'état-major, évidemment. C'est quand même, encore une fois, rappelons-le, le but du ministère, c'est d'avoir des armées opérationnelles. Et également une posture de service vis-à-vis des employés, c'est-à-dire des agents civils et des militaires. Et sortir un peu de cette logique statutaire qui a des avantages, il y a des garanties derrière les statuts. Mais on ne peut pas tout regarder à cette tonne-là. Il faut d'abord du service de meilleure qualité. Vous avez évoqué la solde. Typiquement. Oui, voilà une belle illustration d'une posture de service différente. Jacques Fétis, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. On n'a pas eu suffisamment de temps pour tout détailler. Vous reviendrez? Voilà. Bien sûr. Ah bah formidable. Je ferai comme le général MacArthur, je reviendrai. Je reviendrai. Et je reviendrai peut-être aussi l'année prochaine. C'était la dernière de la saison. En tous les cas, vous pouvez retrouver cette interview sur le site cadreemploi.fr, sur le site figaro.fr, sur nos pages réseaux sociaux. Vous pouvez réagir, poser des questions, pourquoi pas, on vous les transmettra. À très bientôt. Très bel été à tous.